Vous avez dit investi. Entreprise et responsabilité environnementale. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023. 10h50, mesdames et messieurs, vous êtes toujours connectés depuis ce matin à 9h d'ailleurs, avec quelques minutes de retard, mais extrêmement intéressant. Et on vous l'a dit, c'est la promesse éditoriale que l'on vous a faite. Nous n'éludons aucune question pour ce colloque éthique. Vous avez dit investir, l'engagement réel des entreprises. On ne va pas essayer de dire sans éluder encore une fois aucune question, mais directement, la parole est libre, elle est libérée et elle circule. Voilà, greenwashing, un engagement réel. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau Raphaëlle Leroy. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes directrice de l'engagement d'entreprise des réseaux France de BNP Paribas. Vous êtes la bienvenue. Luc Châtel est avec nous. Bonjour Luc Châtel. Bonjour. Ancien ministre, président de la plateforme automobile PFA. Merci d'être avec nous. Voilà, vous avez une contrainte de temps, mais voilà, à 11h30 pile, vous serez parti, Luc Châtel. Merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps de passer pour ce colloque éthique. Joseph Taïefé qui est avec nous, également secrétaire général de Plast Alliance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Également, un immense merci, et je suis très honoré de le recevoir. C'est Charles Becbédé. Bonjour, merci de m'inviter. Merci Charles d'être avec nous. Vous êtes président directeur général d'Audacia et fondateur des fonds, selon la nature de l'accent que l'on veut prendre, de Quantonation, de Quantonation ou Expansion. Voilà. Merci d'être avec nous. Voilà, tout de suite, dans le débat, je vais commencer par vous. Raphaëlle Leroy, vous êtes directrice de l'engagement d'entreprise des réseaux France de BNP Paribas. La place de l'environnement, si on devait resituer, contextualiser, au sein de BNP Paribas, ça représente quoi exactement? D'abord, le sujet est central. Je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui pour prendre un virage et transformer l'économie, et une transformation fondamentale vers une économie bas carbone. Alors d'abord, c'est un défi qui se pose collectivement à tous, pouvoir public, entreprises, citoyens. Et puis c'est un défi qui pose aussi la question du rythme et de l'ampleur de cette transformation. Alors bien sûr, les banques sont très attendues sur ce sujet, puisque quand on est une banque, on finance l'économie. Et donc, on va financer l'économie neutre carbone, puisque c'est l'objectif à horizon 2050. Donc nous avons pris, nous, l'engagement chez BNP Paribas de financer cette économie neutre carbone. Donc concrètement, comment on s'y prend? D'abord, on a identifié les 10 secteurs les plus émetteurs en matière de CO2. Sur chacun de ces secteurs, on définit des stratégies d'alignement avec des data scientists, des analystes ESG. Et puis, on y associe des plans d'action pour accompagner nos clients sur ce chemin de la transition. Donc ça, c'est très monitoré, très piloté. Alors bien sûr, sur ces 10 secteurs fortement émetteurs, il y a un secteur sur lequel nous sommes très très scrutés, c'est le secteur de l'énergie. Et là, notre priorité, c'est de basculer vers les énergies renouvelables et d'investir de manière très soutenue sur ces énergies renouvelables. Secteur de l'énergie, secteur de l'automobile également. Exactement, tout ce qui va permettre. Mais sur le secteur de l'énergie, là, on est vraiment sur les producteurs d'énergie renouvelable ou sur les producteurs gaz-pétrole. Donc le gros enjeu, c'est de basculer vers l'énergie bas carbone. Et d'aller dans cette trajectoire bas carbone, de neutralité carbone. Et si on ne le fait pas sur l'énergie, il faut qu'on modifie notre modèle énergétique. Question complémentaire. On a parlé tout à l'heure au niveau du règlement taxonomique à l'Europe, mais aussi des ratios extra-financiers qui aujourd'hui permet on appelle ça des scoring ou des ratios qui vous permettent d'octroyer et d'accompagner financièrement. Il n'y a plus photo. S'il n'y a pas une couleur verte dans l'action concertée, elle est tout simplement plus financée. C'est vrai ? Alors, on accompagne la transition de nos clients, donc on va continuer à financer. Le gros enjeu, c'est d'accompagner nos clients sur cette transition écologique, énergétique, avec bien évidemment un rythme soutenu, parce que 2050, c'est très proche. Mais ces ratios extra-financiers, est-ce que vous les intégrez justement dans les mécanismes dans le cadre de notre plan finance durable, aujourd'hui, la collecte, la capacité à identifier la maturité ESG de nos clients, les futures évolutions réglementaires en matière de CRD, tout ça intègre de manière industrielle l'ensemble aujourd'hui de notre pilotage. Ça, c'est essentiel. Je voudrais quand même revenir sur cette partie du secteur de l'énergie, parce que c'est important. On a franchi une étape très importante en début d'année avec une annonce importante de complètement faire notre transition énergétique à horizon 2030, de financer à horizon 2030 80% de nos énergies sur le bas carbone. Donc c'est un engagement qu'on peut prendre, puisque d'abord, ça fait quelques années qu'on est sur ce sujet. On n'a pas découvert le climat hier. Donc on a pris des engagements assez marquants, par exemple, de sortie des hydrocarbures, des spécialistes des hydrocarbures non conventionnels. On a
pris des engagements de sortie totale du charbon thermique. Donc ça nous permet, si on regarde la photographie aujourd'hui de ce secteur de l'énergie, c'est 50 milliards de financement. Et on a déjà fait la bascule, puisqu'on a 60% sur ce financement qui sont sur le bas carbone et 40% qui sont sur le fossile. Maintenant, l'enjeu, c'est d'accélérer. Donc l'objectif, c'est qu'on soit à 80% à horizon 2030. Donc c'est très vite. Ça veut dire qu'à la fois, il faut qu'on continue à sortir du pétrole-gaz. Donc on a pris l'engagement de sortir de l'upstream, donc 80%, de diminuer de 80% nos financements sur l'upstream pétrole à horizon 2030. Mais inversement, il faut qu'on insiste et qu'on oriente, et c'est une pièce du puzzle essentielle, nos investissements sur les énergies renouvelables. À horizon 2030, il faut qu'on ait 40 milliards d'investissements sur nos financements renouvelables. Et ça, on peut le faire, on peut prendre cette annonce, parce qu'on voit bien qu'il y a des technologies qui deviennent de plus en plus matures sur les secteurs phares de la transition énergétique. Il y avait d'ailleurs des articles ce matin de l'Agence internationale de l'énergie, que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, que ce soit les batteries, que ce soit l'hydrogène. Donc l'objectif, c'est de continuer à accélérer ces pure players de la transition énergétique. Et comme je suis la banque commerciale en France, je vais faire une petite pub. On a créé en 2019 un Green Desk, donc un centre d'affaires dédié aux acteurs de la transition énergétique, puisque ce sont ces pure players de la transition énergétique qui vont nous permettre de faire cette accélération, parce que l'accélération, elle est vraiment nécessaire. Alors, si on veut voir d'ailleurs l'accélération de BNP Paribas, on va à Métal 57, parce que c'est un morceau du genre. Vous avez recréé une rue à l'intérieur et vous mesurez et vous pesez toutes les émissions de CO2. C'est Xongor Choukas qui avait mené les opérations, qui est le patron du Property, justement, là-dessus. Et vous avez mis en relief les politiques dont vous assurez la promotion. Merci pour ces précisions. Alors, on va être très clair, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, Joseph. Le plastique, plus personne n'en veut. C'est le bashing total, plastique bashing, etc. Moi, je me rappelle de certaines sorties, effectivement, par analogie que l'on a fait sur les moteurs thermiques et les levées de boucliers que ça a prononcé, et l'énervement d'ailleurs de Luc Châtel quand vous avez pris la parole à ce sujet. J'ai beaucoup aimé. On n'en finit pas de le dire, le plastique est essentiel pour toutes les économies, pour être très clair là-dessus. Question, alors on va être direct. Est-ce qu'il faut en finir avec le plastique bashing? Est-ce que vous avez décidé de réunir vos arguments dans un livre qui va sortir d'ailleurs le 19 octobre? Plastique bashing, l'intox, préfacé par Sophie de Monton d'ailleurs. Voilà, Joseph, qu'est-ce qu'on dit de tout cela? Alors déjà, quand vous dites que plus personne ne veut du plastique, c'est pas vrai. Oui. Parce que quand vous avez compris, je provoque. Non, mais tout à fait. Mais susciter la réponse. Tout à fait, mais je vais être même plus provoquant que vous. C'est que les écologistes ou les environnementalistes anti-plastique reconnaissent que d'ici à peu près 20 ou 30 ans, la production mondiale de plastique va être multipliée par 2 ou 3. Moi, je pense même que c'est d'ailleurs sous-estimé. Et je connais très peu de secteurs industriels qui ont des perspectives pareilles. Donc, en l'occurrence, j'entendais la directrice générale de Novetic de parler concernant justement les perspectives d'une industrie. Le plastique a l'avenir devant lui. Le thème du jour, c'est le plastique au cœur de la finance verte. Est-ce qu'on a du chemin? On est déjà en cours de route. Moi, dans le livre, justement, en question, il y a un chapitre, je pense peut-être provocateur, mais dans lequel factuel, qui s'appelle « Le plastique, c'est écologique ». Parce qu'aujourd'hui, vous avez vos éoliennes là, sans plastique, vous n'avez pas d'éoliennes. Vous voulez faire du solaire, vous ne pouvez pas faire du solaire sans du plastique. Vous voulez faire du nucléaire, si on estime que le nucléaire, c'est écologique, mais vous ne pourrez pas en faire. Cassons les mythes, il y a du plastique partout. Tout à fait. On a besoin du plastique. Et quand on dit plastique, on ne pense pas uniquement au sac plastique. Non, mais on a des particuliers qui nous écoutent, qui se disent le plastique, c'est le sac plastique. Non. Alors, l'emballage, c'est 40% de l'activité. L'emballage est 40% de l'activité. Mais la question de se dire, concernant le plastique bashing, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, je vous laisserai, je vais faire un petit teasing, mais je vous laisserai le découvrir dans le livre, dans lequel, justement, on démontre une ingérence étrangère concernant, justement, l'attaque contre notre industrie plastique. Donc, vous le verrez, oui, carrément, démontré, prouvé, sur lesquels je pense être le premier, en tous les cas, à l'avoir abordé par écrit. Tout à fait, avec parfois l'appui, on va dire, de certaines ONG, voire parfois d'élus, en tous les cas, direct ou indirectement. Mais en tous les cas, ce n'est pas neutre. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se cachent derrière. Mais en l'occurrence, sur la partie... C'est pas un complot, je veux dire... Non, vous découvrirez, vous verrez de quoi il en retourne. Mais concernant justement le plastique, au cœur de l'écologie, on y est. Je viens d'expliquer quelques secteurs. Le secteur automobile qui est ici représenté par la plateforme automobile le sait. Justement, est-ce que vous avez je profite que Luc Châtel soit présent sur le plateau. Est-ce que vous avez des exemples pour l'automobile, justement? Aujourd'hui, déjà l'automobile, avant même que l'électrification se fasse, la plastification des véhicules, on va dire,
avait commencé déjà depuis, on va dire, grosso modo, les années 50. Les Américains, notamment, étaient très en avance sur le sujet, la Pontiac GTO, etc. Après, les Français se sont également mis. Donc, aujourd'hui, une voiture est composée, on va dire, en très grande partie de plastique. Donc, même les voitures de luxe, sur lesquelles, on va dire, les plastiques sont plutôt cachés, ce que on appelle le carbone, en tous les cas, tout ce qui est pour alléger, c'est du plastique. Les composites, le carbone, c'est du plastique. Et en l'occurrence, les voitures électriques, effectivement, la problématique des voitures électriques, c'est leur poids. Or, le gouvernement, on a eu une réunion au ministère de l'écologie avec Christophe Béchu, sur lesquelles, justement, on échangeait justement sur certaines sources de microplastiques. Aujourd'hui, effectivement, les pneumatiques et l'abrasion des pneus sont une des sources de microplastiques au niveau mondial, c'est avéré. Et en l'occurrence, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport justement au fait que les batteries vont être de plus en plus lourdes? Alors lui, la solution qu'il a proposée, c'est de dire on va augmenter le malus au poids. Bon, je veux dire, en gros, on va augmenter la taxation. C'est ce qu'il a dit publiquement lors de cette réunion. Ah oui, c'est comme si c'était la seule solution qui allait s'imposer. Exactement. Alors le problème, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir compenser cette prise de poids. Or, si vous prenez l'aluminium, si vous prenez le bois, si vous prenez, j'ai envie de dire, tout ce que vous voulez, on va dire, à côté du plastique, le plastique est le matériau le plus léger. Donc la preuve, c'est qu'il flotte sur la mer quand on le retrouve et que les autres, on les voit cool du fait de leur densité. Donc aujourd'hui, le secteur automobile va continuer et va, on va dire, augmenter de plus en plus la part de plastique, on va dire, dans les véhicules. Et c'est pas seulement d'ailleurs l'automobile, vous avez également l'aviation, vous avez tous ces éléments-là. Vous avez parlé effectivement de secteurs, entre guillemets, qui pourraient peut-être émettre beaucoup de CO2. Le plastique, grosso modo, ça représente entre 3 et 4%, à comparer avec l'acier ou le ciment, qu'on est à peu près à 7 à 8. Mais le plastique aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous enlevez le plastique des voitures, si vous l'enlevez des avions, si vous l'enlevez de beaucoup de moyens de transport, automatiquement, vous allez renchérir, en fin de compte, le coût énergétique et le coût carbone dans ces secteurs-là. Donc aujourd'hui, le plastique est totalement au cœur de la transition énergétique. Ça demande quand même peu d'énergie pour le faire. Si vous comparez par rapport à du verre, l'énergie est quand même beaucoup moindre. Et il reste la question sur laquelle, effectivement, on travaille et sur laquelle l'Europe travaille, la gestion des déchets. On doit comprendre que, finalement, on n'en a pas fini avec le plastique. Pas du tout. Je vous entends. Bonjour Luc Châtel. Rebonjour. Rebonjour. Le virage de l'industrie automobile, c'est notamment le virage de l'électrique, on parle que de ça. Cette transformation est historique depuis l'invention de la voiture avec le moteur explosion. Alors, juste pour qu'on recontextualise et qu'on replace, où on en est de cette révolution? Alors effectivement, l'automobile traverse 3 révolutions en même temps en fait. Le passage du thermique à l'électrique, le hardware vers le software. Aujourd'hui, il y a plus de millions de lignes de code dans un véhicule neuf que dans un avion. Voilà. Et puis enfin, le passage de l'industrie au service. C'est-à-dire que les constructeurs qui ont fabriqué des voitures pendant 100 ans, maintenant, ils vont être prestataires de services de mobilité. Donc c'est une révolution totale du modèle économique. Voilà. Et la révolution la plus urgente qui nous est imposée, c'est celle du passage du thermique à l'électrique. D'abord, il y a une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va avoir lieu? Oui, ça va avoir lieu parce qu'il y a un règlement qui a été adopté, qui prévoit l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 en Europe, et que tous les constructeurs et toutes les filières automobiles européennes se sont engagés dans ce virage. Il faut avoir en tête que là, il y aura 600 milliards d'euros d'investissement en Europe qui sont décidés déjà par les constructeurs, les équipementiers, leurs sous-traitants, dans les 5 prochaines années, rien que pour le passage à l'électrique. Donc le coût est parti. Et la seule question, c'est de savoir à quel moment on sera prêt et quelles seront les conséquences de tout cela. Parce que, vous savez, les industriels de l'automobile, ils sont très performants, ils sont très efficaces, et ils vont y arriver, ils vont le faire, on va avoir les voitures. La question, c'est quelles sont les conséquences de ça? Est-ce qu'on aura les clients d'abord? Est-ce qu'on est capable de produire des voitures électriques à un prix accessible pour le client? Bien sûr. Est-ce qu'on aura les bornes de recharge? Est-ce qu'on aura l'électricité décarbonée? Parce que, si vous voulez, ça n'a pas de sens de produire des voitures électriques si vous avez, comme en Pologne, aujourd'hui, 80% de l'électricité au charbon. Parce que vous faites que déplacer le problème. Voilà. Donc, tout ça doit s'inscrire dans une feuille de route de décarbonation globale de la filière automobile. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, une voiture émet sur l'ensemble de son cycle de vie 80% de CO2 lors de son usage, c'est-à-dire en gros c'est le carburant que vous mettez dans votre réservoir, et 20% pour sa fabrication. Quand on va passer à l'électrique, on inverse. C'est-à-dire que c'est 80% du CO2 qui proviendra de la fabrication et 20% seulement de l'usage. Donc il faut qu'on agisse dorénavant sur toute la partie fabrication, la partie amont. Et là-dessus,
on agit sur notre action, les constructeurs et les équipementiers, l'assemblage des voitures, la fabrication des pièces, c'est à peu près un tiers. Mais on agit aussi avec les filières amont sur la production de matériaux. Parce que la vraie capacité à aller chercher des économies de CO2, c'est la production d'acier, de plastique, de verre, etc. Où là, c'est les 2 tiers de l'impact CO2 de la production d'une voiture. Voilà, donc c'est un immense chantier. Pour l'instant, on est plutôt en avance par rapport à la feuille de route qui avait été définie il y a 5 ans, puisqu'on a multiplié par 5 en 5 ans le nombre de véhicules électriques vendus. Mais la pente à venir est très raide. Aujourd'hui, l'électrique, c'est 25% du marché en France, 15%, 100% électrique, plus l'hybride rechargeable. Donc, un véhicule sur 4 vendu est électrifié. Mais on doit passer à 50% en 2028, en 5 ans. Et puis 100% en 2035. Donc là, on a sur la lecture du calendrier, ça semble impossible, techniquement. Je vais juste caricaturer vraiment pour ceux qui nous écoutent, qui sont vraiment néophytes en la matière. C'est vraiment la fin, la mort des moteurs thermiques à l'horizon 2035. En Europe. En Europe, il n'y aura plus une voiture thermique. Et ceux qui pensent qu'on va revenir en arrière se trompent. Alors, il y aura peut-être des discussions à la marge sur la date d'application et autres, mais le coup est parti. C'est une bonne chose. Et les industriels, nous étions favorables à une autre solution. Les industriels de l'automobile en Europe avaient dit fixer les règles, et on était plutôt bien placé pour le dire, parce que si on regarde historiquement, en 20 ans, l'industrie automobile a divisé par 2 les émissions de CO2, elle a divisé par 3 les émissions d'oxyde d'azote, et par 10 les émissions de particules. Donc elle avait déjà engagé une révolution, mais une révolution à partir des technologies existantes. Bien sûr. Et donc nous avions dit au pouvoir public européen, vous fixez les règles, nous déterminons la technologie qui permettra d'appliquer les règles. Ce qu'on appelle la liberté, la neutralité technologique. Et les pouvoirs publics n'ont pas décidé ainsi. Ils ont décidé, ils ont choisi une solution, interdiction totale des moteurs thermiques, qui fait que, en fait, la seule solution actuellement disponible en magasin à un prix à peu près accessible, je veux dire à peu près, c'est l'électrique. Voilà. Donc, il n'y a pas le choix. On va tous y aller et les regarder. C'est plutôt la course pour savoir qui sera le premier dans le nouveau monde. Vous savez, c'est un nouveau c'est un départ. On remet les compteurs à zéro. Un peu Far West de la naissance de l'industrie automobile. Vous avez des gens qui vont émerger. Regardez, vous avez sur les constructeurs. bornes de recharge. Regardez l'arrivée des Chinois, qui est très préoccupante. J'allais y venir. Regardez ce qui se passe en termes d'investissement. Absolument. C'est un nouveau départ pour l'industrie automobile. Et la vraie question pour l'industrie française que je représente, c'est est-ce que la France qui a inventé l'automobile, qui a été l'un des grands pays automobiles du XXe siècle, sera dans ce nouveau monde automobile. C'est le sens de ma question. Est-ce que c'est une menace réelle, et avec le recul que vous avez, ou une opportunité? Alors, comme à la fois à l'échelle de la France, mais aussi toujours au niveau dans ces grands virages, c'est les deux à la fois. C'est d'abord une menace. Pourquoi c'est une menace? Parce que voilà, vous êtes les champions du monde de la fabrication des moteurs diesel de petites cylindrées, et on vous dit, bah c'est fini. Voilà. C'est un peu les Chinois adorent le football, mais ils savent pas jouer au football. Ils jouent pas bien. Bon, donc, imaginons qu'ils aient inventé un championnat de football avec la main. Voilà. Eh bien, il commence à être bon un certain temps, et puis tout d'un coup, la FIFA dit, bah, la prochaine Coupe du Monde, on va la faire avec la main. Voilà. C'est exactement ce qui nous arrive. C'est-à-dire que nous choisissons, non seulement on nous demande d'arrêter... C'est un unilatéral de règles, Luc Châtel. C'est un désarmement unilatéral. Voilà. Un sabordage industriel. L'Europe qui a inventé une technologie, qui en était le leader, décide unilatéralement de l'abandonner. Voilà. Mais quand je vous ai dit ça, on ne craint pas la compétition. Si les industriels automobiles européens, ils vont se démener, ils sont déjà en avance, et ils vont réussir. Ils vont réussir. Simplement, il va y avoir des dégâts. Il faut le dire, on l'a dit au pouvoir public. Il va y avoir des dégâts. En France, on estime sur 350 000 emplois aujourd'hui la filière automobile industrielle, environ 60 000 qui seront menacés avec ce virage. Ça veut dire des sous-traitants qui vont disparaître, ça veut dire un savoir-faire unique. Parce qu'on fait ça en Europe, mais on va continuer à vendre des voitures thermiques en Amérique latine, en Afrique, aux États-Unis et autres. Donc les constructeurs, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'ils doivent à la fois appuyer sur l'accélérateur sur l'électrique pour être les premiers dans le nouveau monde, mais ils doivent aussi maintenir leurs compétences, leur savoir-faire sur le thermique pour d'autres régions, puisqu'ils sont tous mondialisés. Que je comprenne bien, le reste du monde continuera à fonctionner avec des moteurs thermiques. Un certain temps, en tout cas. Il y aura peut-être un no man's land électrique qui sera l'Europe. Juste une question, vous avez compris ce que je vais vous poser comme question, c'est la Chine. Alors la Chine, il faut savoir que la Chine est aujourd'hui... Sans tomber dans les clichés, est-ce que c'est la Chine ne fabriquait pas une voiture en 1995. Voilà.
aujourd'hui, c'est le premier marché mondial, marché de vente. C'est le premier marché de production d'automobiles. Et c'est le premier pays exportateur d'automobiles dans le monde. Voilà. Et si vous regardez la part de marché des véhicules chinois en Europe, véhicules produits en Chine, elle n'a jamais dépassé 1% du marché. Voilà. Regardez le dernier trimestre sur les véhicules d'avenir, les véhicules électriques. Eh bien, la part de marché des véhicules importés de Chine actuellement est de 20% du marché. Voilà. Donc, on se prépare et donc toute la question, c'est pas d'interdire et autres. Vous savez, on a connu dans l'automobile l'arrivée des Japonais dans les années 70, l'arrivée des Coréens dans les années 90. Oui. Donc la sujet, la compétition, elle existe. Il faut simplement qu'elle soit faite. Il faut une compétition qui soit loyale. Et donc, nous sommes très favorables à ce que la Commission européenne a décidé une enquête sur les subventions chinoises, qui a été d'ailleurs poussée par la filière, pour juste que la compétition soit loyale. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Ouais. Voilà, c'est Ursula von der Leyen qui a d'ailleurs parlé de cet élément-là. Certains ont dit que ce sont des réflexes corporatistes, etc., mais ça a toujours des commentaires nauséabonds. Non, c'est l'inverse. Nous, encore une fois, vous savez, quand on fait aujourd'hui, les constructeurs sont des groupes mondialisés, leurs équipementiers aussi. Donc, moins il y a de barrières douanières, mieux on se porte. Il faut que ce soit fluide, le commerce. Par contre, il faut que ce soit loyal. Et là, je vous dis, désarmement unilatéral et on choisit la technologie des concurrents. Donc, vous savez, il y a un moment où ça va, quoi. J'aime beaucoup l'idée. Merci. Je reviendrai là-dessus. Charles Becbédé, président directeur général d'Audacia. Alors d'abord, j'aimerais, si vous voulez, on va contextualiser, on va parler d'Audacia et de vos différentes activités, parce que moi, je suis votre parcours depuis quelques années. Alors, j'hésitais entre le cartel multiservice ou le robot multifonction. Vous avez un éventail d'activités absolument phénoménal. J'avais presque envie de vous demander si vous dormez de temps en temps. Alors, il y a une cohérence. En fait, Luc parlait de la technologie. Oui, un talent, oui. Nous, on est financeur de haute technologie. Donc, Audacia, c'est une société de gestion. On a commencé par le financement des PME, plutôt en minoritaire, l'accompagnement des entrepreneurs français. On a financé près de 350 entreprises, 40 sont devenues des ETI. On est aussi un peu dans l'immobilier, sur la niche du co-living, qui est le résidentiel partagé. Et puis, mais depuis 6 ans, on a un gros pôle de financement de la deep tech, donc du capital risque, qui se développe, qui est une industrie qui commence à bien fonctionner en Europe, mais qui a beaucoup de retard par rapport aux États-Unis et à la Silicon Valley. Et or, nous, en Europe, on a l'excellence académique. Nous, on a, avant de se lancer là-dedans, il y a quelques années, j'avais regardé tous les classements. En fait, l'Europe est numéro 1 mondial en recherche fondamentale dans quasiment tous les domaines. Devant les États-Unis, bien sûr, devant l'Asie. Alors, je compte la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni dans l'Europe, l'Europe au sens large. Et on a des grands groupes, dont certains sont des grands constructeurs automobiles, et ça, là aussi, il n'y a pas à rougir. On a l'énergie entrepreneuriale. On a l'épargne, mais elle n'est pas au bon endroit. Donc, en fait, il y avait un déficit d'offres au niveau des fonds de capital risque. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien, quand j'avais créé Self-Trade, puis Poeo, c'était à chaque fois dans le cas d'un déficit d'offres. Créer une entreprise, développer une entreprise, c'est d'abord vendre des services ou des biens, et c'est bien d'être le seul sur son marché. On a toujours tous envie de recréer des petits monopoles. Il faut toujours avoir quelque chose de différent par rapport aux concurrents. Et donc les déficits d'offres, en matière en tout cas de capital investissement, ils étaient flagrants dans le capital risque, surtout dans le cadre de ces grandes mutations technologiques que l'on connaît aujourd'hui et qui sont nécessaires pour la transition énergétique et pour la décarbonation et l'objectif 2050. Donc c'est un de vos confrères, Jérôme Colombin, qui dit souvent la technologie ne saura peut-être pas le monde, mais le monde ne sera pas sauvé sans technologie. Et c'est vrai, il faut inventer des nouvelles technologies. C'est pas de la recherche forcément fondamentale là, mais c'est un travail d'ingénieur pour atteindre l'objectif de zéro carbone en 2050. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a des ratios extra-financiers avec effectivement la conversion. Je prends un exemple emblématique, c'est la conversion du portefeuille d'obligations de Gecina en green bonds, parce qu'effectivement, au stade où se trouvent ces grandes entreprises, effectivement, il n'y a plus photo, il faut qu'elles se verdissent. C'est le verdissement de la finance. La finance pour vous, en tant que coopérateur, justement, et d'accompagnant
des entreprises. Il y a des entreprises qui, sur la base d'une simple idée que vous avez mis en orbite aujourd'hui, vous l'avez rappelé très justement, 40 d'entre elles sont devenues des grandes ETI aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel comme résultat, ce qui prouve quand même que la France a vraiment beaucoup de talent. Est-ce que la finance verte, très clair, de votre point de vue, c'est une menace ou c'est une opportunité? Et en quoi, Charles, ça modifie votre façon d'investir dans les entreprises? Non, mais c'est bien sûr une opportunité. Là, il y a une énorme transition organisée. D'accord. Et moi, je suis. Mais est-ce que ça a modifié avec vos je vois ça comme une opportunité extraordinaire. Donc, il y a en plus des grandes mutations technologiques dans les technologies quantiques, dans le new space, dans le nouveau nucléaire. Tout ça, ça va permettre d'inventer ces nouvelles technologies qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Donc, il faut financer les entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Ça va créer des emplois industriels en Europe, souvent en France, parce que la France est un grand pays technologique, un grand pays d'ingénieurs. Dans le spatial, la France, c'est la moitié de l'industrie spatiale européenne. Et donc, ça va permettre aussi d'aider notre balance commerciale, qui ne va pas très bien au cas où on aurait oublié. Et il n'y a plus que 3 postes excédentaires, je crois, sur les 50, donc c'est le luxe, les armes et un petit peu les avions. Donc là, si on peut générer des excédents commerciaux et de l'industrie en vendant des ordinateurs quantiques qui vont permettre d'inventer, de trouver de nouveaux catalyseurs pour certains process chimiques qui sont très fortement émetteurs de CO2, ou bien sûr des nouvelles molécules, des nouveaux matériaux plus légers, peut-être pour l'industrie automobile ou des nouveaux plastiques, bio. Bon, ça c'est le quantique. Tout simplement de l'intelligence artificielle. Le spatial, je rappelle que sans spatial, sans les satellites en orbite, le GIEC est aveugle. Donc en fait, tout le monitoring de la dégradation de notre planète se fait par des satellites qui ont été lancés et qu'il faut remplacer. Le nombre d'objets en orbite va être multiplié par 100 dans les 15 ans qui viennent. Donc là, on est à 6000 et ça va être 1 million. 1 million de satellites en orbite, il faut les fabriquer, les lancer, éviter qu'ils se percutent les uns les autres, downloader leurs données. Et tout ça, ce sont de nouveaux métiers qui se créent en ce moment et où l'Europe doit compter. Elle peut compter, mais il faut, il faut de l'accompagnement financier. C'est ça, la finance verte. Après, bien sûr, après, il y a des mécanismes. Pour répondre à votre question, il y a des mécanismes qui sont parfois un petit peu compliqués à comprendre. Il y a des labels sur certains fonds. Vos analystes ont intégré cette nouvelle truc. En fait, concrètement, les fonds de private equity aujourd'hui ont intégré dans leur ratio également, comme les banques, cette façon de traiter les dossiers. Et est-ce que alors vous me répondez. C'est plus que ça, c'est-à-dire que même vous ne pouvez pas recruter des jeunes sans si vous dites que vous vous en foutez de la sobriété, de l'efficacité énergétique, de ces questions fondamentales. Donc déjà, dès le départ, on s'y est tous mis. Bon, ensuite, après, il y a en plus, c'est vrai, des mécanismes qui ne sont pas forcément inutiles pour inciter et aller un petit peu plus vite. Parfois, c'est un peu bureaucratique, un peu de paperasserie, mais avec ces labels, et plusieurs niveaux, selon la capacité des uns et des autres d'atteindre, d'exiger un reporting très, très, très fort des entreprises qu'on accompagne. Eh bien, ça va pousser progressivement les gérants d'investissement financier et ensuite les entreprises surtout qu'on accompagne à aller plus vite vers cette transition vers le zéro carbone. Est-ce que vous, Charles, vous pensez aussi qu'on subit, et c'est un frein aux marges de manœuvre des entreprises, cette inflation normative qui est parfois confiscatoire, bloquante, et qui nous fait perdre un temps infini? On en a beaucoup parlé à l'AREF cette année. Non, mais bien sûr, je vais pas... je veux dire, en quoi, par exemple, de votre point de vue, on pourrait, il y a des propositions qui ont été avancées, des axes qui ont été développés, notamment par Loïc tout à l'heure et d'autres personnes, effectivement, et comment on pourrait imaginer quelque chose de plus souple, sans forcément dire que la norme est l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneuriat. On a loin besoin de là. Vous savez, la norme, c'est parfois une opportunité opposer forcément de création d'entreprises nouvelles qui vont utiliser ces nouvelles normes comme ADN de leur activité, donc, et proposer des services aux entreprises qui n'arrivent plus à gérer cette complexité. Donc, bien sûr, c'est toujours trop bureaucratique, trop de paperasserie, mais moi je vois ça quand même, je vois le côté positif des choses, ça flèche, ça donne un cap, et après, en revanche, il ne faut pas
accuser de greenwashing des acteurs qui peut-être vont trop lentement par rapport à certaines exigences d'ONG, etc. Tout le monde s'y met. Ça prend du temps. C'est des enjeux colossaux en termes humains, financiers, d'investissement. Tu parlais de 600 milliards d'investissements. Donc chacun y va à son rythme. Et donc, il y a des labels et une exigence réglementaire qui est là, un cadre pour pousser les acteurs dans cette direction. Mais je l'ai dit, je connais personne qui n'ait pas envie d'œuvrer et d'aller dans cette direction. Luc Châtel. Je rebondis sur ce que disait Charles Babélé sur les normes. Pour avoir été au gouvernement, si vous voulez, c'est frappant. On a besoin de normes. Et les entreprises, souvent, à juste titre, les demandent. Pourquoi ? Parce que c'est une garantie, une protection de qualité, de savoir-faire, et notamment face à de la concurrence déloyale. De règles du jeu. En fait, aujourd'hui, nous, dans l'industrie automobile, on a deux difficultés par rapport aux normes. C'est, premièrement, le manque de lisibilité, c'est-à-dire la remise en question permanente, le changement de règles chaque année. Regardez l'histoire du bonus automobile, quoi. C'est insupportable, où chaque année, on va nous changer le périmètre, la valeur, le truc, le règlement. Il n'y a aucune lisibilité, et ça, c'est très mauvais pour les marchés. Ça donne des à-coups à chaque fois. Puis le deuxième sujet, c'est la superposition normes et les contradictions qui peuvent exister entre les normes nationales et les normes européennes. Nous, on est une industrie mondialisée et où c'est l'Europe qui fixe les règles, mais on a parfois des réglementations. Ce matin, j'étais dans une réunion, par exemple, où on parlait de sécurité des véhicules électriques, notamment qu'est-ce qui se passe en cas d'incendie, etc. On s'aperçoit qu'il y a une contradiction entre la règle française et la règle internationale. Bref, donc c'est ça la difficulté pour les entreprises. C'est de la visibilité, ok pour le principe, mais de la visibilité et pas de contradiction, de superposition qui donne un temps fou, quoi. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites parce que Frédéric Ancel nous disait tout à l'heure, le salut viendra des entreprises. Parce que par nature, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas ni morale ni vision, mais par nature, étant pragmatiques, pour le bien des uns et des autres, mais moi je ne cesse elles organisent en fait. Moi je voudrais que vous m'expliquiez, Luc Châtel, parce que vous avez été aux affaires, c'est pourquoi il y a parfois, je vous le dis, cette déconnexion entre la vision du politique et cette économie réelle qui est capable, et je ne pense pas que Charles me contredira sur le point, de se réguler, de proposer, même très concrètement. C'est un sujet que je connais bien. Il y a peut-être deux choses. D'abord, peut-être qu'on ne fait pas assez bien notre métier pour expliquer ce que nous faisons dans nos entreprises, premièrement. Mais il y a aussi un autre sujet que j'ai bien connu, c'est que les responsables publics connaissent parfois mal le monde de l'entreprise. Voilà. Parce qu'ils sont souvent rarement issus de ce monde. Et donc, il y a un peu une barrière qui s'est instaurée et un manque de compréhension des enjeux, des problématiques. Quelque chose qui fait un peu Parce peur. que la vérité est celle que vous avez énoncée. C'est-à-dire que la solution viendra des entreprises. Moi, je ne cesse de dire, par exemple, aux jeunes, on a des difficultés de recrutement comme dans tous les secteurs, dans l'automobile. Or, je vous disais tout à l'heure, on va perdre des emplois, mais on crée de nouveaux métiers, des métiers passionnants. Et moi, je dis aux jeunes aujourd'hui, mais vous avez envie que le monde change, vous voulez qu'on résolve le défi majeur de votre génération, c'est-à-dire le réchauffement climatique, venez dans l'industrie qui est en pointe dans ce domaine, c'est l'automobile. Elle va être la première à prendre ce virage 100% en Europe. Voilà. Donc venez chez nous. Et la solution, elle est chez nous. C'est-à-dire que c'est là où il faut effectivement s'opposer à parfois des lobbies activistes qui sont caricaturaux. Voilà. La solution face à ce défi viendra des entreprises. Voilà. Et l'automobile, c'est pas un problème, c'est une solution. C'est-à-dire les solutions seront plus des ingénieurs de l'automobile que de grands débatteurs de think tanks sur des plateaux de télévision. Vous voyez ce que je veux dire ? On est d'accord. Raphaël Leroy, est-ce que vous partagez cette vision ? Oui, alors effectivement, alors nous, dans la Banque commerciale en France, je vais vous parler plutôt des PME et ETI, parce que ce sont les entreprises que nous accompagnons. Alors d'abord, ce qui est vrai, c'est que nous, on constate une réelle accélération de la prise en considération de ces sujets environnementaux et sociaux et de transition. D'ailleurs, il y a un rapport de la BPI qui est sorti en mars ou en avril qui montre finalement que en 2021, il y avait 30% des dirigeants d'entreprises qui suivaient le sujet climat. Aujourd'hui, il y en a quasiment 70% qui le suivent. Alors, il y a plusieurs effets leviers dans cette prise en considération.
Le premier, vous en parliez tout à l'heure, c'est effectivement l'effet des réglementations, donc la fameuse CSRD, et puis surtout cette exigence de reporting qui va toucher maintenant, qui s'étend aux entreprises de plus de 250 salariés. Donc ça étend le cercle, mais ça étend le cercle en cascade, puisque finalement, les plus petites PME sont souvent les fournisseurs de ces grandes entreprises, et donc du coup, les grandes entreprises qui sont les donneurs d'ordre exigent la même chose, parce que finalement, ça va être la petite entreprise et le scope 3 de la grande entreprise. Et donc, du coup, il y a cet effet cascade, et cet engagement devient presque un outil ou un moyen d'être compétitif dans les appels d'offres. Donc ça, c'est le premier effet levier. Le deuxième effet levier, et c'est important, c'est la nouvelle génération Z qui effectivement arrive sur le marché. On le voit nous aujourd'hui, avant de postuler dans une entreprise, elles vont regarder le niveau d'engagement de cette entreprise sur les sujets durables. Et puis le troisième effet de levier qui est aussi important, et vous êtes des acteurs de ces entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de PME, ETI, qui sont des entreprises familiales en France. Et en fait, depuis toujours, génétiquement, ces entreprises sont engagées sur leur territoire. Et aujourd'hui, être engagé sur un territoire, c'est travailler avec les autres PME, avec les autres acteurs sur les sujets de transition écologique et sociale. Donc ça, on avance. Alors maintenant, est-ce que toutes les entreprises ont une démarche structurée? Ça, on n'est pas encore arrivé, parce que toutes les entreprises n'ont pas la même taille, toutes les entreprises ne sont pas sur le secteur sur des secteurs qui ont les mêmes enjeux. Donc, en revanche, notre métier à nous, en tant que banque, ça va être de les accompagner dans la structuration de cette démarche. On a ce rôle-là quand on travaille dans une banque. Alors, comment on fait? Le premier sujet, c'est de se dire comment on va développer des solutions de bout en bout, comment on accompagne nos clients PME de bout en bout. La première chose, c'est aider la PME à estimer son niveau de maturité. C'est important sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Est-ce que je calcule mon bilan carbone? Est-ce que j'ai une politique de gestion de mes déchets? Est-ce que sur le social, j'ai une politique de recrutement local? Est-ce que dans ma gouvernance, j'ai mis en place une direction RSE, etc. En fonction de ce niveau de maturité, il y a un élément aussi essentiel aujourd'hui dans ce chemin de décarbonation, c'est de faire un bilan carbone. Je pense que ça, c'est une étape qui est fondamentale. Donc, et alors, nous, on ne sait pas encore faire du bilan carbone tout seul. Donc là, on s'appuie sur des experts. Donc, il y en a beaucoup. On a de la chance en France d'avoir un terreau de start-up formidable, Greeny, Sweep, etc. Ça, c'est important puisque grâce à ce bilan carbone, l'entreprise va pouvoir identifier les principales pistes d'émissions de CO2 et surtout prioriser ses actions. Et ensuite, on va arriver sur les financements. C'est une forme d'étude préalable qui permet ensuite et pour structurer. Et je vais juste terminer parce que je trouvais que c'était intéressant, le sujet des normes. Parce que, donc après, nous, on va faire des solutions, des financements, alors des financements green, bonifiés, etc. Le sujet de la norme est hyper importante pour nous. D'accord. D'ailleurs, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a la taxonomie européenne, puisque c'est la crédibilité du virage qu'on va prendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous une même définition de ce qu'on appelle un actif durable quand on en finance un, par exemple. Si on a des définitions complètement différentes, on va rater ce virage. Donc pour nous, même si, alors bien évidemment c'est compliqué, parfois pour nous c'est très compliqué parce que en fait on s'aligne dans nos définitions de financement sur les définitions et les critères techniques de la taxonomie européenne, ce qui est très très compliqué. Mais c'est un gage de virage et on a bien tous compris qu'il fallait y aller. Et il y a même certaines activités, d'ailleurs en anglais on appelle ça les stranded assets, c'est-à-dire des actifs naufragés, qui, en fait, par nature, des activités qui sont destinées et condamnées à disparaître. C'est triste, c'est même assez dur, mais des activités qui n'ont pas le ressort, effectivement, de ce que vous dites. Il est 11h27 et vous devez partir dans 3 minutes exactement, Luc Châtel, et je ne peux pas vous laisser partir sans faire une conclusion, parce que c'est important aussi, et je voudrais vous laisser la parole également. Non, mais tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir si c'était une menace ou une opportunité, ce virage vers l'électrique dans l'automobile. Je vous répondais, c'est à court terme une menace. C'est aussi une formidable opportunité. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que actuellement, je vous parlais du montant des investissements en Europe. En France, il n'y a jamais eu autant de projets d'investissement dans l'automobile depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire, on va fabriquer, on va créer 4 gigafactories de batteries dans la région des Hauts-de-France. On a localisé des productions de moteurs électriques aussi bien dans l'Est, en Lorraine, que dans le Nord, là aussi. Vous avez la recherche d'extraction de lithium, vous avez de la pile à combustible, vous avez bref, vous avez sur toute la chaîne de valeur automobile des projets d'investissement qui sont en cours là, qu'on n'a jamais connus depuis 50 ans. Donc il faut aussi voir ça. Il faut aussi voir ça que moi je suis très schumpeterien, donc nous étions sur une autre ligne que
veut le 100% électrique. La décision a été prise. Maintenant, les industriels, ils déroulent et ils vont délivrer. On va y arriver. Simplement, il faut atténuer les conséquences, les risques de tout cela. Mais il faut plutôt que la France se dise c'est une chance, notamment grâce à l'électricité décarbonée à bas coût. Et ce qu'a dit le président de la République il y a 3 jours est très important pour nous parce qu'il faut qu'on retrouve des coûts de l'électricité qui soit compétitif, concurrentiel. Aujourd'hui, les industriels de l'automobile, la question de l'énergie est fondamentale. Et ils payent plus cher leur électricité, ils payent moins cher, leur électricité aujourd'hui aux États-Unis ou en Chine. C'est pas normal, alors qu'on a une électricité décarbonée en France. Donc il faut en faire un atout compétitif pour attirer des investissements dans l'automobile. C'est très clair. Il est bientôt 11h30 et on va devoir se quitter. On aurait aimé avoir plus de temps avec vous 4 d'ailleurs. Et le rendez-vous sera pris, n'en doutez pas. Ce que vous avez dit est fondamental et il y a aussi quelque chose qui est inhérent à la nature humaine, c'est peut-être le côté reptilien de l'humain, c'est cette résistance au changement, cet esprit parfois que le changement peut faire peur, nous rend un peu schizophrènes et nous trouble bien sûr. Parce qu'il y a une chose qui est importante dans ce que vous dites et qui, à mon avis, est le dénominateur commun, c'est l'adoption des populations, de ceux qui utilisent au quotidien. Nous avons tous la pensée conceptualisée, on est tous d'accord. Encore une fois, sans les populations, sans les élus locaux que je vois au quotidien, que je défends avec beaucoup d'ardeur, d'ailleurs avec Patrick Martin et l'ensemble des équipes du MEDEF, parce que c'est eux qui rendent vital finalement notre République au quotidien. Je pense que vous partagez, et c'est vraiment le dénominateur commun. Ce que vous dites est important, Luc Châtel, parce que vous finissez sur une note extrêmement positive, justement, dans tout cela. Donc, il est l'heure de nous quitter. Il est 11h30 exactement. Je voudrais qu'on vous remercie, Charles Beigbeder, d'avoir pris la peine de venir ce matin dans les circonstances qui vous incombent. Et merci vraiment d'avoir fait ce geste. Je rappelle que vous êtes président-directeur général d'Audacia, fondateur de Quantonation et Expansion. Vous êtes aussi le fondateur d'Inbonis et qui a rendu beaucoup de services aux entreprises. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à Emmanuelle Bonal si elle nous écoute. Merci pour elle. Charles Beigbeder. Un grand merci à vous, Luc Châtel. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle aujourd'hui également que vous avez des fonctions aujourd'hui dans l'industrie automobile où vous vous occupez de la plateforme PFA et vous avez été ministre effectivement aussi sous le gouvernement. On a envie de vous dire, Luc Châtel, ça serait bien que vous reveniez un peu aux affaires, mais bon. C'est pas au programme. Et peut-être est-ce un souhait parce que voilà, vous avez une vision extrêmement claire. Ça manque un peu parfois dans le décor. Également, merci beaucoup à Raphaël Leroy. Merci, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directrice de l'engagement d'entreprise des réseaux de France de BNP Paribas. Et enfin, grâce à Joseph Taillefer, on est sorti des clichés sur le plastique. Voilà, le patron de Place l'Alliance. Merci à vous. Restez connectés. Il est bientôt l'heure de conclure. On va se retrouver avec Isabelle Patrier, directrice France de Total Énergie, et Sophie de Menton pour la conclusion qui nous emmènera jusqu'à midi. Restez connectés. On se retrouve tout de suite après. Vous avez dit investi. Entreprise et responsabilité environnementale. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023.